Ils disent que l'homme doit apprendre à se construire un ego conscient pour bénéficier de son intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pour bénéficier... Comment est-ce qu'il dit ça? Pas trop vite. Se construire un ego conscient. Ouais, bien après ça, il est quoi? Il dit, pour bénéficier de son intelligence, donc bénéficier de la vie dans un sens conscient, il faut que l'homme connaisse son rapport avec la source, mais pas dans un sens spirituel du terme. Si l'homme a simplement un rapport spirituel avec sa source, ce qui se produit, il dit, il demeure inconscient mais bon. C'est intéressant, ça. Il est bon, mais il est inconscient. Il dit alors que l'homme doit devenir intelligent, point final. Point à la ligne. Laissez-moi finir. Point à la ligne. Il dit être intelligent, il dit, ça veut dire connaître la game. Il dit, on ne parle pas d'intelligence de vos jobs. Que vous soyez ingénieur, médecin, architecte, menuisier. C'est pas de ça qu'il parle. C'est pas ça pour les autres l'intelligence. Ça, c'est des talents. Il dit, pour nous autres, il dit, de l'intelligence, il dit, c'est savoir pas se faire prendre dans le game de la vie. Fait que ça n'a rien à faire avec vos jobs. Vous pouvez être le plus grand psychiatre, le plus grand médecin, le plus grand architecte, le plus grand menuisier, le plus grand con. Comprenez ce que je veux dire? Fait que ça n'a rien à faire avec l'intelligence. Puis vous pouvez être un petit menuisier, puis bien intelligent. Fait que pour eux autres, de l'intelligence, c'est la capacité chez l'homme de comprendre la vie. Ça n'a rien à faire avec l'intellect. Le reste, c'est du talent. Allez à l'école, apprenez à être médecin, vous allez l'apprendre, c'est facile. Vous avez besoin d'un petit peu de mémoire. Vous ne pouvez pas parler quand je fais ça, parce que ça me dérange énormément, s'il vous plaît. Il dit, vous ne pouvez pas parler quand on parle. Parce que ça... Okay. Il dit, de l'intelligence, il dit, c'est de la réduction au maximum de la réflexion de la pensée. L'intelligence, c'est de la réduction au maximum de la réflexion de la pensée. Si on part de là, il dit, vous allez vous apercevoir que c'est infini, ça n'a pas de limite, ça peut aller dans toutes les directions, c'est omniprésent durant la vie et après la mort. Il n'y a pas d'intelligence dans la mort. Il y a seulement de la mémoire. Ils disent, dans la vie morontielle, autrement dit, quand l'homme s'en va dans la mort, mais pas en astral, mais en morontialité, la connexion avec les plans demeure. C'est pour ça que pour l'évolution de l'âme, c'est très important de ne pas retourner en conscience astrale.
Alors, quand on dit l'homme conscient ne meurt pas, ça ne veut pas dire qu'il ne sort pas de son corps et qu'il ne laisse pas son enveloppe matérielle. Ça veut dire qu'il ne retourne pas en conscience astrale, mais il s'en va en conscience morontielle. Donc, le contact avec sa source continue, mais dans une dimension où la mémoire planétaire, programmée de l'évolution n'existe plus. Il dit, il faut comprendre que la morontialité, c'est l'étape de vie que l'homme a toujours recherchée dans son rêve humain. L'homme a toujours voulu qu'après la mort, il y ait quelque chose. Mais qu'il y ait une continuité de sa conscience. Et non pas une élimination abrupte de sa conscience parce qu'il n'y a plus contact avec le plan mental. Ce qui est le cas de ce qu'on appelle les morts. C'est quoi un mort? Il dit, un mort, il dit, c'est une âme avec laquelle on ne peut plus travailler. Ça, c'est une bonne définition de la mortalité. C'est ça un mort. C'est simplement ça un mort. C'est une âme, donc un désincarné, avec lequel ils ne peuvent plus travailler. C'est pour ça que quand vous parlez avec des morts, autrement dit, par voie médiumnique, et que vous leur posez la question, de la lumière, cette fameuse lumière qu'ils recherchent toujours. La lumière qu'ils recherchent toujours, c'est une lumière qu'ils ne peuvent pas atteindre en astralité, en forme astrale. C'est leur grande souffrance, que ce soit sur les bas plans ou sur les hauts plans de l'astral. Tous les morts vont vous le dire. C'est leur grande souffrance d'attendre à reconnecter avec cette lumière-là. Mais cette lumière-là, l'homme, seulement l'homme, l'âme incarnée peut reconnecter avec. Pourquoi? Il dit, si on pouvait connecter avec les morts, on n'aurait pas besoin des vivants. Pas bête, comme il dit. Je l'ai jamais vu, celle-là. Je l'ai jamais vu, celle-là. S'il pouvait connecter avec les morts pour les faire évoluer, il n'y aurait pas besoin des vivants ici. Ça, c'est intéressant, ça. Il dit, vous pensez, parce que vous êtes sur le plan matériel, que vous êtes essentiel, puis il dit, en réalité, vous l'êtes. Mais il dit, vous ne réalisez pas jusqu'à quel point. Il dit, c'est pour ça que vous n'avez pas suffisamment conscience de vous-même. Un homme qui aurait suffisamment conscience de lui-même, il dit, aurait la capacité de nous imposer sa volonté. Ça, c'est intéressant. Ça. Si l'homme avait suffisante conscience de lui-même, il pourrait renverser les rôles. Au lieu que ce soit lui qui vit par rapport à un déterminisme vertical, ce seraient des forces sur le plan mental qui vivraient une relation verticale. Pas un déterminisme, parce qu'ils sont trop loin dans le temps, mais une relation verticale. Ce qui veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que l'homme aurait la capacité d'avoir une vie qui s'en va dans la direction qu'il veut, dans la mesure où il aurait la capacité d'être. Ça veut dire quoi, c'est la capacité d'être? Ça veut dire la capacité de ne pas être en processus de réflexion. Comprenez-vous ça? Ça se comprend? Hein? Il dit, quand vous n'êtes pas en réflexion, il dit, vous êtes en vibration. Mais il dit, c'est pas confortable pour l'homme d'être en vibration, parce qu'il aime ça réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il dit, la réflexion vous sécurise. Il dit, dans la réflexion, il dit, vous constamment remplissez votre vide existentiel.
Fait que ta blonde à te crisse là, tu vis un vide existentiel. Puis t'es en réflexion. Si t'es conscient, tu serais pas en réflexion, puis que ta blonde, elle te laisserait, à ce moment-là, tu serais en conscience créative, tu comprendrais exactement pourquoi ce qu'elle t'a laissé, puis tu verrais que c'est nécessaire, tu verrais que ton temps avec elle est fini, tu ne souffriras pas, puis elle non plus. Vous iriez plus loin dans votre développement. Pourquoi? Parce que vous seriez en dehors de la réflexion. Donc, vous seriez dans des consciences d'être-té, ce que l'homme ne vit pas. C'est pour ça que l'homme préfère être en réflexion qu'en vibration, parce qu'il n'est pas habitué, il n'est pas sûr qu'est-ce que c'est être en vibration. Parce qu'il n'est pas confortable dans le vide de ne pas être conscient de lui-même, donc de ne pas être en réflexion. Il n'est pas confortable. Il y a du monde qui souffre et qui aime souffrir. Parce que quand ils souffrent, ils sentent bien, ils sentent quelque chose. Au moins, ils sentent qu'ils souffrent. L'homme peut être niaiseux à ce point-là. Du sadisme, c'est ça. Sadomasochisme, c'est ça. Il y a des femmes qui aiment vivre le mal de l'amour. Parce que c'est comme une drogue. C'est comme si l'amour c'est trop plate. Mais le mal de l'amour, ça, il y a de l'adrénaline là-dedans. Je dis pas toutes les femmes, je dis il y a des femmes de même. Il y a multiples types de personnalités qui vivent sur le plan matériel. Il y a du monde, quand ils se battent entre eux autres d'un couple, ils aiment ça. Parce que ça, ils vont faire l'amour, puis ils vont tout arranger ça. Mais vivre tout le temps dans l'harmonie, là, c'est plat. Hey, tu te lèves le matin, ça va bien. Tu te couches le soir, ça va bien. Pendant 10 ans, ça, c'est plat. Give me a little destruction. Un petit peu de merde pour que je puisse laver mes vides. Fait que vivre dans la réflexion, c'est rassurant. Mais vivre dans la vibration, donc dans le vide, dans le gros vacuum de l'ego, c'est pas rassurant quand on ne sait pas comment ça marche. Il dit, c'est pour ça que l'homme n'est pas intelligent. Il n'est pas dans son intelligence. Il est simplement dans ses perceptions, puis dans ses référents existentiels, psychologiques, whatever. Dépendant de la race, puis de la mémoire de la race, puis tout ça. L'intelligence, il dit, ça se manifeste pas comme nécessairement l'ego voudrait que ça se manifeste. Bien sûr. Question. Yes? Oui, madame. Commencer par une réflexion, je vais leur poser une question. La réflexion étant, quand vous parlez, la réflexion est de l'ego. Moi, je saisis que l'ego aime réfléchir parce que ça nourrit son illusion que la pensée émane de lui. Voilà, très bien dit. Quand c'est en vibration télépathique, lui, il se rend compte que ça marche pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La question, c'est surtout quand vous dites qu'il n'y a pas de possibilité de conscience collective. C'est conscience individuelle, développement de la conscience individuelle, mais pas de conscience collective. Ouais, je vais spécifier sur l'affaire de conscience collective parce que c'est un concept important. Comme le monsieur disait ce soir, peut-être qu'un jour il y aura une masse critique de conscience collective. Mais quand je dis qu'il n'y aura jamais de conscience, collective, dans le sens d'une conscience systémique collective, je veux dire que
pour qu'il y ait une conscience collective, il faut qu'il y ait une mémoire collective. Alors qu'une conscience systémique, ça n'appartient pas à une mémoire planétaire. Donc, un homme qui est en conscience, autrement dit, qui est en conscience supplémentaire, appelez ça comme vous voulez, un homme qui est en conscience, autrement dit, qui a une relation télépathique avec le plan mental, la mémoire planétaire qu'il a, c'est simplement mécanique pour les choses qu'il a à faire. Mais au niveau de son esprit, il n'appartient plus à la mémoire de la race. Parce qu'il ne fait plus partie sur le plan expérientiel à l'expérience de son âme. Il fait partie sur le plan expérientiel au mouvement de son esprit. Donc, il ne peut plus être en conscience réfléchi, basé sur la mémoire de la race. C'est pour ça que la conscience collective ne peut pas exister à ce niveau-là. Toute la salle ici, on pourrait tous être des êtres un jour, disons, conscients, mais on ne pourrait pas être conscient dans le sens qu'il y aurait une conscience collective. Ce serait des consciences individuées, mais à plusieurs unités. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y en aurait aucun de nous autres qui serait subordonné à la mémoire collective de la race. Autrement dit, si je vais plus loin dans cette définition-là, il n'y aurait pas de système de croyance pouvant absorber la conscience de l'individu. C'est dans ce sens-là que la conscience collective, la conscience ne sera jamais collective, elle sera toujours individuée. Je n'avais pas terminé ma question. Allez. J'avais commencé par pourquoi il est difficile de parler de conscience collective alors qu'il est facile de parler d'inconscience. Quand on parle d'inconscient collectif, ça veut dire la conscience collective planétaire. C'est la même chose. L'homme de l'évolution est inconscient dans le sens qu'il ne participe pas créativement à un dialogue mental avec les plans mentaux. Il est toujours dans un processus de réflexion. Et c'est ce processus de réflexion-là qui, de manière agglutinante, crée la conscience collective parce qu'il a besoin, l'homme, de mémoire pour se donner la valeur en tant qu'égaux d'une certaine assise identitaire lui permettant de se sentir bien en lui-même. Il a besoin de ça. Mais une fois que l'homme est en conscience créative, il n'y a plus besoin de ça. Fait que tous ces éléments-là qui structurent son ego en relation avec d'autres égos disparaissent parce que lui-même devient une entité intégrale. Un homme conscient, ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas et qu'il n'est pas relationnel avec d'autres membres, mais ça veut dire qu'il est toujours... Sa relation est toujours en verticalité d'abord et en horizontalité ensuite. Et en verticalité, il va pouvoir juger, mesurer sa relation avec les autres. Mais il ne pourra jamais être restreint, intégré à, assimilé par la conscience de la race. Je donne un exemple. Vous m'arrivez un jour, puis vous me dites, Monsieur Bernard, j'ai vécu tel phénomène la semaine passée. J'ai vu des êtres étranges qui me sont apparus chez nous, qui sont venus dans ma maison. Vous pouvez me dire ça, je vais vous écouter, je peux comprendre ce que vous vivez, mais je ne pourrai jamais croire ce que vous vivez. Là, vous allez dire, comment est-ce que vous pouvez m'écouter, me comprendre, puis pas croire? Je ne peux pas croire parce que je ne peux pas m'assujettir à votre expérience. Mais je peux le comprendre, je peux l'écouter dans le sens de pouvoir, par vibration, me l'éclairer pour moi-même ou vous l'éclairer pour vous-même. Mais moi, je ne peux pas, en tant qu'individu, croire à votre expérience. Puis probablement que ça va être l'aspect transitionnel le plus difficile pour l'homme de comprendre le phénomène de la croyance. N'oubliez pas que ça fait des milliers d'années qu'on est sujet à croire. À partir de la conscience tribale, à la conscience plus développée jusqu'à aujourd'hui. Et même aujourd'hui, à un âge où on est très très avancé sur le plan intellectuel, on est encore dans des systèmes de croyance. Et le système de croyance, regardez ce qu'ils disent sur ça. Il dit, croire pour un être humain, là, d'un point de vue à eux autres, ça veut dire nier, nier la conscience de la race. 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 Nier la cons
littéralement nier sa conscience à lui de la réalité. Je vous donne un exemple. Il y a 5 gars. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je prends un exemple. Un exemple purement là, pour expliquer le principe de ce que je veux dire. Il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Hey, Bernard, j'ai rencontré un extraterrestre. » L'autre, il dit « Bernard, moi aussi, j'en ai rencontré un. » Lui, il est gris, l'autre assis, l'autre pas ça. L'autre, il arrive, il me donne un autre, l'autre me donne un revers, l'autre un bon. Il y a 5 gars qui m'arrivent avec 5 expériences d'avoir rencontré des extraterrestres. Moi, en tant qu'individu, je ne peux pas croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je crois, je ne peux pas avoir conscience de ma réalité de ça. Donc, je m'assujettis à la réalité de cet individu-là. S'il a rencontré un extraterrestre en conscience astrale, lui, il peut avoir rencontré un extraterrestre en conscience morontielle, lui, il peut avoir rencontré un extraterrestre simplement au niveau de l'imagination, lui, il peut avoir rencontré un extraterrestre simplement dans un rêve, lui, il peut avoir rencontré un extraterrestre physiquement. Il pense. Si je crois, moi, je nie ma conscience personnelle du réel. Parce que j'ai une conscience personnelle du réel qui m'appartient. Ma définition, ma capacité de définir le phénomène extraterrestre, c'est personnel à ma conscience à moi. Ça n'a rien à faire avec la conscience de l'humanité. Ça, c'est comme si quelqu'un me dit, bon, ben, qu'est-ce que c'est un éternel? Je vais vous donner ma définition selon ma conscience personnelle à moi de ce qu'est un éternel. Qu'est-ce que c'est les grands âges de la glace? Les grands âges de la glace universelle, ça va être en fonction de ma définition, selon ma conscience personnelle à moi. Ça n'a rien à faire avec la conscience de l'humanité. Donc, si, en tant qu'individu, je suis régi par des systèmes de croyances par rapport à ces types-là, je ne peux pas être dans la conscience personnelle de ma réalité. Puis c'est pour ça qu'ils disent qu'un homme qui croit ne peut pas savoir. Nous autres, on a l'impression, sur le plan matériel, que vivre des expériences paranormales, ça équivaut pour nous autres à être des êtres supérieurs ou des êtres avantagés. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. Quand il y a des mondes parallèles qui s'introduisent pour des raisons quelconques dans un monde matériel, c'est parce que dans le monde matériel, autrement dit, dans la structure psychique d'un moi planétaire, il y a des failles. Il y a des failles. Tu peux avoir des individus qui se matérialisent dans un espace-temps à travers un corridor extrêmement étroit de ce qu'on appelle un espace-temps et qui vont créer sur le plan matériel des phénomènes que nous autres on ne comprend pas, mais qu'on va croire, mais qu'on ne comprendra pas parce que on va être régi par des systèmes de croyances, alors que si on était dans une conscience totalement individuée, on comprendrait que ce phénomène-là, c'est une erreur, c'est une faille dans le temps. Donc ça n'a aucune valeur, une faille dans le temps. Donc un individu qui se manifeste de ce plan-ci vers le plan matériel à travers une petite ouverture, une petite fenêtre dans le temps, c'est une erreur dans le temps. Ça ne sert absolument à rien et ça peut même débalancer l'expérience psychologique d'un ego qui n'est pas dans sa conscience individuelle. On a l'impression, à cause des mécanismes de réflexion et du très grand besoin de connaître ou de savoir qui est dû à notre évolution, on a un très très grand besoin de penser que les mondes parallèles devraient nécessairement se mixer avec notre monde, alors que les mondes parallèles ne doivent pas se mixer avec notre monde, et lorsqu'ils se mixent avec notre monde, c'est parce qu'il y a une erreur de structure psychique dans l'homme. C'est pas normal qu'une fille me dise, ben, Monsieur Bernard, quand je traverse la rue, j'arrive en astral de l'autre bord, puis j'attends que mon corps physique arrive. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu arrives de l'autre bord de la rue, tu es supposé d'arriver ensemble, avec ton enveloppe astrale et ton corps physique.
Elle, c'est le contraire. Elle arrive en astral, puis elle attend que le corps physique arrive. Fait qu'après ça, elle se demande pourquoi est-ce qu'elle a un débalancement au niveau de sa conscience personnelle. Je comprends. Puis après ça, tu es obligé de tout raccorder ça. Puis c'est long de raccorder ça, parce que l'être humain, souvent, a l'impression que quand il vit des phénomènes astraux, il est avantagé sur le plan psychique, alors qu'il ne l'est pas. Puis d'ailleurs, je vais aller encore bien plus loin que ça. Même les rêves ne sont pas à l'avantage de l'homme. Les rêves sont un excès d'énergie astrale que l'homme vit dans sa conscience endormie parce qu'il n'est pas capable de contrôler les ouvertures et la fermeture des égrégores mémoriels de son moi endormi. Si l'homme était capable de contrôler les égrégores mémoriels de son moi qui est endormi, il y a beaucoup de rêves qui ne passera pas la nuit. Mais ça fait tellement partie de l'inconscience de l'évolution, on est tellement habitué, l'humanité, à rêver, ça fait tellement des millénaires qu'on rêve, que c'est rendu qu'on pense que rêver, c'est normal. Alors que rêver, c'est une ingérence dans la conscience de l'homme, et un jour, l'homme ne rêvera plus. Il va simplement être conscient sur le plan astral. Mais l'homme ne rêvera plus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on vit et qui font partie de l'expérience de l'âme sur la Terre. Pourquoi? Parce que parce qu'il dit, l'âme, c'est une entité qui n'a aucune vision d'elle-même. Si l'âme avait une vision d'elle-même, on ne serait même pas sur le plan matériel. On restera en astral et le contact avec eux autres se ferait en astral et il n'y aurait jamais eu d'incarnation sur la Terre et l'humanité n'aura jamais été créée. Jamais l'humanité n'a été créée. Donc l'âme n'a pas de vision d'elle-même. Et pourquoi elle n'a pas de vision d'elle-même? Parce qu'il dit, elle n'est pas connectée avec nous autres. Et pourquoi est-ce que l'homme a été créé sur la Terre? Pour que l'homme en arrive éventuellement à avoir une vision d'elle-même après le processus d'incarnation. Pourquoi? Il dit, parce qu'en incarnation, l'homme est obligé de perdre la mémoire de son origine. Vous vous rappelez pas de ce que vous étiez sur le plan astral? Vous n'avez aucune idée. L'âme est obligée de perdre la mémoire de son origine, et en perdant la mémoire de son origine, elle la remplace par la mémoire de la Terre. Et à travers le développement de son expérience dans la mémoire de la Terre, l'âme développe un karma, c'est-à-dire des relations extrêmement subtiles entre sa mortalité et d'autres mortalités, d'autres hommes. Et ce sont ces relations-là qui deviennent ce qu'on appelle des liens karmiques. Les liens karmiques étant des valeurs planétaires, astrales, qui permettent à l'âme éventuellement de s'éveiller, c'est-à-dire de se créer des plans de vie de plus en plus intelligents pour pouvoir le plus possible connecter avec eux autres. C'est ça l'histoire de l'incarnation sur la Terre, pas plus que ça. Mais il dit, si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas savoir ça. C'est pour ça que l'âme vit ce qu'ils appellent l'évolution, c'est-à-dire la phase de l'incarnation où l'ego est développé et à travers la réflexion, a l'impression d'être intelligent. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas. C'est pour ça que l'évolution sur la Terre a été si longue. C'est pour ça qu'ils admettent que dans le processus d'évolution, puis dans le processus d'incarnation de l'âme sur la Terre, la seule chose qu'ils ne savaient pas, eux autres, c'était que l'âme n'avait pas la capacité de s'auto-corriger. Ça a été un des grands mystères de la science systémique, de ne pas savoir que l'âme ne pouvait pas s'auto-corriger. C'est une des seules choses qu'ils ne savaient pas. Et savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ne savaient pas ça? Il dit, si on avait su ça, on n'aurait jamais fait l'incarnation. Il dit, c'est pas qu'on a été manipulé, mais il dit, on n'avait pas la science pour empêcher ça. Fait que pour eux autres, c'est comme une erreur, mais à des niveaux tellement
tellement loin, tellement avancé, que pour nous autres, ça n'a pas de signification. Mais ça a eu une grosse signification, parce que, regarde, parce qu'il dit, tous les hommes moindrement intelligents savent, quelque part dans leur conscience, en arrière, qu'ils sont éternels. Mais il dit être éternel pour un homme, il dit ça n'a aucune signification réelle, parce qu'il dit l'homme pense, et tu ne peux pas réfléchir à ce que veut dire le mot éternel, parce que éternel, c'est une infinité. Et une infinité, ça ne peut pas se saisir par l'intellect, parce que ça n'appartient pas à la réflexion, c'est purement vibratoire. Fait qu'imagine-toi, sur le plan matériel, si on en fait du sang de cochon pour rien, pendant des milliers d'années, pendant toute une vie, en travers nos petits amours qui ne marchent pas, en travers nos taxes qu'on ne paye pas, en travers nos jobs qu'on perd, en travers nos maisons qui brûlent, on en fait dessus du sang de cochon pour rien quand tout est écrit. C'est dans ce sens-là que la vie fait dure. Pas dans le sens que la vie n'est pas belle et n'est pas grande, mais dans le sens qu'on est totalement ignorant. Moi, je me rappelle en 69, parce que fallait que je pose des questions, en 69, j'étais niaiseux, puis je disais, qu'est-ce que c'est? Je disais, jusqu'à quel point on est ignorant, puis il me répondait absolument. Ça m'a levé les cheveux sur la tête. Je n'étais pas un con en 69, voilà, là. Tu sais, je n'étais peut-être pas comme aujourd'hui, mais je n'étais pas un con. Je pensais, j'étais un penseur, j'étais universitaire, j'avais une formation intellectuelle. Ça m'a donné un choc, quand ils m'ont dit absolument ignorant. Ça fait 30 ans que je fais ça, câlisse. Puis j'ai jamais arrêté. Puis je vais le faire encore peut-être pendant un autre 20 ans. Puis je ne vais jamais arrêter. Ça n'arrête pas. Puis on n'est pas capable de comprendre, nous autres, qu'il n'y a pas de limite au savoir. Puis la raison qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il n'y a pas de limite au savoir, c'est parce qu'il y a de la limite simplement à notre réflexion. C'est simple. Fait que quand tu commences à comprendre qu'il n'y en a plus de limite au savoir, ben, tu t'en vas d'une salle, tu donnes des conférences pendant 30 ans, puis tu t'inquiètes pas si tu vas avoir quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Il dit, vous aimez l'idée d'un Dieu parce que ça vous sécurise. Il dit un jour, il dit, vous aimez l'idée qu'il n'y en a pas. Parce que vous serez sécure. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, les nuances. Il dit, vous aimez les religions parce qu'il dit, les églises vous donnent des pensées, des grands initiés, ainsi de suite. Il dit, un jour, l'homme aura sa propre pensée personnelle. Fait que tout ça, ce que j'appelle la conscience évolutionnaire, ou la psychologie évolutionnaire, le but de ça, c'est quoi? Il c'est de vous amener à vous libérer, les hommes, des systèmes de croyance. Il y a des psychologues qui arrivent et disent, ah ben ça fait partie du subconscient. Ça n'existe pas du subconscient. C'est un concept psychologique qui est utile pour expliquer des affaires qu'on ne peut pas expliquer. Ça n'existe pas du subconscient.
Il y a de la conscience tout partout. Subconscient. Tu me sens le subconscient. Ah ben ça va le subconscient. Ça vient du subconscient. Le Boston Strangler, le psychologue, dit, ah ben ça, c'est ton subconscient qui t'a fait faire ça. Sam the Killer, Sam the Man, c'est ton subconscient. Pourtant, le gars, il dit au psychologue, il dit, j'entendais une voix qui me commandait de tuer. Les serial killers, ils entendent toutes des voix qui commandent de tuer. Ça vient du subconscient. Je ne demande pas à la psychologie ou au psychologue de s'intéresser à des notions comme ça. Mais je sais que des psychologues plus individués vont s'intéresser à des notions comme ça. Fait que c'est pas le système. Le système, il fait sa job, puis il est correct. Ils font beaucoup de grandes choses. Mais le psychologue, l'individu qui appartient pas à une conscience collective, un jour, lui, il va rentrer dans des affaires comme ça. Parce qu'il va en avoir besoin pour lui-même. Pas nécessairement pour guérir les gars qui viennent chez eux dans son bureau. Il dit, là, on va comprendre avec le temps que la relation avec le mental, c'est une relation naturelle. C'est pas moi qui est anormal. C'est pas moi qui est weird. C'est vous autres. Pas moi. Question? Si vous étiez normal, on serait tous pareils, on se comprendrait facilement. Vous pourriez me parler, je dirais, ah, c'est ça, c'est bien d'allure. Oui. Qu'est-ce qui arrive à la pensée quand on réfléchit? Bonne question. Il dit, quand vous réfléchissez, la pensée perd de sa lumière, donc elle ne devient pas intelligente. C'est comme si vous perdez de l'intelligence. Son taux vibratoire tombe. Moi, je suis content de ne pas penser, parce que si je pensais, ça serait bien, bien souffrant. Premièrement, c'est trop lent, c'est trop slow. Qu'est-ce que je vais dire, là? Moi, tu pouvais donner une conférence ce soir? Quel sujet? C'est pour ça que les gens disent, donnez-vous des sujets. Je n'en donne plus de sujets. Parce que, premièrement, ils ne veulent pas m'en donner. Fait que, ils m'ont forcé. Pas de sujet. Yolande a écrit le sujet après la conférence pour le prochain mois. Parce que ça se rend compte de l'insécurité, avoir besoin d'un sujet. Fait que la pensée appelle sa vibration. Fait qu'elle devient réfléchie. Fait qu'il y a moins d'intelligence dedans. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas utile, la pensée. C'est pas spontané, c'est pas de la pensée. Si c'est pas spontané. Spontané, c'est pas de la pensée. Il dit, plus spontané la pensée, plus elle est créative. Mais il ne faut pas que les goûts la taponnent. Il dit, c'est vite, les goûts. C'est comme un chat. Poup! Il y a manipule. C'est vite, les gars. Monsieur? On ne peut pas vivre dans l'inconscient. Vous l'êtes.
Vous êtes dedans, vous baignez dedans, vous êtes assis dedans, les deux pieds jusqu'au cou. C'est ça l'évolution. C'est quoi de l'inconscience? Il dit l'inconscience, c'est pas savoir qu'on existe. Sans ça, vous ne pourriez pas fonctionner. L'homme ne pourra pas fonctionner comme il fonctionne. Il ne pourra pas aller à la guerre comme il va. Il ne pourra pas tuer comme il va. Il ne pourra pas voler comme il vole. Il ne pourra pas mentir comme il ment. Il pourra avoir peur comme il a peur. C'est ça le fait. Oui, monsieur. Parlez fort. Hein? Oui. Vous savez, tantôt, là, vous disiez, là, avant de nous emmener ici, vous avez été atteindre une certaine souffrance. Puis vous avez comparé les notes au vote en disant qu'on ne trouve pas les mêmes choses. Puis vous parlez de créativité, puis de la colère créative, puis la conscience créative, qui semble indissociable de la conscience de créativité. Mais je dis que il semble dire qu'il y a beaucoup plus de créativité dans la souffrance que dans la colère. Et il semble dire beaucoup dans la souffrance. Comment fait-il que il semble que votre conscience, plus qu'elle se lève, plus que vous souffrez, ou tantôt, parce que je parlais de ça à Justine, tu as dit, mais c'est parce qu'il est plus sensible, tu sais, qu'on est plus ou moins sensible, Quand je parle de souffrance, la colère, tu peux avoir la souffrance sans que ça se mette dans la colère, tu sais. Parce que la souffrance est beaucoup plus créative que la colère, plus l'homme va devenir conscient, plus sa conscience va être aiguë, subtile. Donc la conscience qu'il y aura dans un âge, il ne l'aura plus dans l'autre. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a plus de subtilité dans la souffrance que dans la colère? Il y a plus de nuance? Il y aura plus de subtilité dans sa conscience, il y aura plus de subtilité dans sa colère, parce que l'homme va voir la connexion vite avec la manipulation des plans. Aujourd'hui, on est inconscient des plans, on ne se sent pas habité par les plans, donc quand on vit de la souffrance, on se l'attribue à soi-même ou on l'attribue à la société. Alors que dans l'évolution, avec la conscience des plans, quand l'homme va faire le linkage avec les plans, puis qu'il va vivre une souffrance, cette souffrance-là va être beaucoup plus nuancée parce qu'il va voir la manipulation dedans. Puis voyant la manipulation, sa conscience aussi va devenir plus subtile, puis plus subtile. Fait qu'éventuellement, l'homme va souffrir des petites choses très intensément qui auparavant ne lui auraient même pas pris de l'attention, alors que les choses avant, qui étaient des grosses affaires pour lui, demain, ça sera du rien du tout. Fait qu'il c'est dans ce sens-là que je dis, la souffrance de l'homme, la souffrance psychique de l'homme va totalement changer parce qu'elle va passer d'un plan psychologique à un plan psychique. La conscience de la manipulation va devenir plus grande. Et avec le temps, mais l'homme ne sera pas libre de la souffrance. Moi, je suis certainement pas libre de la souffrance, puis je ne le serai jamais. Mais l'homme va être plus libre dans la souffrance. Pas de la souffrance, mais dedans. Tandis qu'avant, il n'était pas libre de la souffrance, mais il n'était pas libre dedans non plus. Tandis que demain, il ne sera pas libre de la souffrance, mais il va être libre dedans. Okay? Autrement dit, si vous arrivez chez vous et votre maison brûle, ça va vous donner un choc. Moi, si j'arrive chez nous et ma maison brûle, je ne vivrai pas de même choc. Parce que je vais avoir la souffrance, mais dedans, je vais être plus libre que je l'aurais été dans le temps. C'est dans ce sens-là. La nuance est là. OK? Oui? C'est la peur qui nourrit l'ego ou l'ego qui nourrit la peur? La peur nourrit l'ego, puis ensuite l'ego la continue. Ça devient un cercle vicieux. Parce qu'une fois que l'ego devient conscient de la peur, là, c'est là que ça devient un cercle vicieux. Mais la peur, originalement, à part de ces états extrêmement animalisés. Puis elle devient subtile, la peur. Plus on est civilisé, plus la peur devient subtile. Si on est
spirituels, très croyants, ben on peut avoir peur d'aller à l'enfer. Ça devient très, très subtil. Ça devient un cercle vicieux, cette affaire-là. Il faut un jour que ça soit cassé, parce que c'est de la manipulation astrale. Mais on ne sait pas que c'est de la manipulation astrale, parce que on n'a jamais eu de conscience évolutionnaire ou de psychologie évolutionnaire pour nous expliquer le mouvement de l'ego sur la Terre, en incarnation, par rapport à l'invisible. Fait qu'on a toujours vécu notre ego par rapport à la structure ou par rapport aux architectures de notre mental réfléchi, philosophique, religieux, idéologique. Fait qu'à ce moment-là, on a passé une grande partie de notre vie dans une prison culturelle. Puis si les philosophes ne nous ont pas aidés, parce que les autres sont pris dans la même affaire, les religieux ne nous ont pas aidés, parce qu'ils sont dans la même affaire, les psychologues, les psychiatres, les politiciens ne nous ont pas aidés, personne ne nous a aidés, parce qu'on est tous dans la même affaire, on a tous des égos existentiels, on est tous en expérience. Bon, maintenant que la glace est cassée, que finalement il y a des hommes supramatériels qui ont un contact télépathique avec le supplémentaire, mais là on commence à comprendre d'autres choses. Là. Fait que ça crée pour une psychologie évolutionnaire, ça crée pour une nouvelle évolution, ça crée pour une libération complètement chez l'homme, autrement dit chez l'ego, des pensées réfléchies qui sont utilisées par des événements qui créent la crainte sous les instants de l'astral. Regardez notre réaction là, quand il se passe quelque chose. Là, quoi, je sais pas. Là. Tu reçois un chèque du gouvernement qui te dit, bon ben, tu nous dois 10 000 $ de taxes, paye pas, on s'en va chez ta maison. On freak tout de suite. Puis on est toujours comme ça. Toute notre vie, techniquement, on la vit par rapport à des états de crainte quelconques qui nous motivent à nous protéger, à perfectionner notre existence. Toute notre vie. Au niveau des guerres, au niveau des idéologies, au niveau des jobs, nos relations humaines, nos familles, nos enfants, tout le temps. Moi, je connais des gens qui vivent sur le bord de la crainte tout le temps. C'est abominable. Alors, ça, seulement parce qu'on a le cancer, je comprends. C'est sûr qu'on a le cancer. Sûr. Fait que c'est pour ça qu'au 20e siècle, il y a eu un breakthrough, il y a eu finalement une ouverture entre le plan mental et l'homme pour que finalement on commence à sortir de l'involution puis passer à l'évolution. Mais tout ça, c'est basé sur le fait que l'homme doit, avec le temps, en arriver à ne pas croire. C'est très grave, croire. Très grave. Très grave. Parce qu'à partir du moment où un ego croit, il se crée des systèmes de réflexion qui favorisent ce qu'il croit. Et là, il devient encore plus prisonnier. Mais est-ce que ça ne libère pas la peur, par exemple, cette foi-là? Ça va la libérer jusqu'à un certain moment donné, mais après ça, ils vont vous en envoyer un autre niveau, puis tu vas être pogné pareil. La foi, qu'est-ce qu'ils disent la foi? Ça, c'est intéressant, la foi. Ouais. Il dit la foi libère la peur tant que tu n'as plus peur de ta foi. La journée que tu as peur de ta foi, autrement dit que tu mets ta foi en doute, t'es fait. La petite sœur, là, à PEI, là, Prince Edward Island, là, qui, un jour, elle avait rencontré un médecin, puis elle est tombée en amour avec un médecin. Ce qu'elle a vécu comme choc au niveau de sa foi, ça y a créé une grande peur intérieure. Puis cette peur intérieure-là, elle a été utilisée pour qu'elle vive une travestie au niveau de l'éducation des enfants. Puis c'est ça qu'il aime dans le cours. Celle-là, je la comprends pas. Il dit, la foi, c'est bon quand t'as rien à perdre, mais quand t'as tout à perdre, t'es fait. Tout à perdre, ça veut dire quoi? La remettre en question. Ça, c'est intéressant. Quand t'as pas à remettre en question,
Mais quand il est remis en question, qu'il tombe un livre sur la main, tu sais, quand un gars au 17e siècle ou 18e siècle tombait avec un livre de Victor Hugo, tu sais, ça remettait en question. Tant qu'il n'est pas troublé, ta foi est correct. Mais quand il est remis en question avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'information, la télévision, l'Internet, regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, des pays arabes, là. Comment est-ce qu'ils ont peur que l'Internet rentre, là? Que les jeunes aient accès à l'Internet comme nous autres, là. Pourquoi? Parce que ça remet toute la foi en question. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il disait, ben oui, ben qu'est-ce que vous pensez de toute la liberté sur l'Internet, l'accès à la pornographie, par exemple, que les jeunes ont dans des pays où il y a des grandes traditions religieuses? Puis ma réponse a été que le matérialisme, soi-disant américain, c'est la force qui va changer le monde et qui va déspiritualiser la planète pour que l'homme en arrive un jour à être intelligent. Quand tu es intelligent, tu vas pas, tu n'as plus besoin de ça, ces affaires-là. Fait qu'autrement dit, les règles de moralité qui ont été créées par les peuples, par les gouvernements, et ainsi de suite, pour empêcher le monde d'être libre, autrement dit, d'en arriver éventuellement à avoir leur propre discernement, un jour ça va sauter. Il n'y a pas un gouvernement qui va empêcher l'Internet de rentrer. C'est la plus grande révolution planétaire qui a jamais été créée, l'Internet. Ça va prendre son temps, mais ça va rentrer. Ça va rentrer. Mais ces gouvernements-là qui ont créé cette forme de moralité-là, c'est pas pour empêcher les individus de s'entretenir, n'ayant pas de conscience tellement, alors ils sont dit on va établir des plans pour éviter que les individus s'entretuent entre eux. Il dit on ne discute pas on discute pas la valeur des interdits moraux. Il dit, on dit qu'un jour, il faut que l'homme s'interdise lui-même. Pas pareil. Ça, c'est de la domination. Que l'homme s'interdit lui-même. Moi, je m'interdis moi-même. Quand même que je vivrais dans une société où la pornographie est rampante, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça va contre ma sensibilité, ça va contre mon sens de goût, ça va contre mon intelligence, et whatever. Pas parce que c'est pas bon, pas parce que c'est immoral, mais parce que pour moi, c'est totalement inesthétique. Un jour, l'homme va complètement sauter la barrière de la moralité, puis il va rentrer dans des zones un petit peu plus éclairées, un petit peu plus subtiles de la conscience, de la forme, puis ça va être l'esthétique. Une des raisons pourquoi est-ce qu'on a des grands problèmes aujourd'hui, là, parce que c'est le conflit entre la beauté et la moralité. C'est ça qu'on vit, là. On va vivre ça pendant longtemps. Fait que les gens qui vivent en Amérique, en Europe, ainsi de suite, et qui voient ce qui se passe, les gens sensibles, et qui voient le conflit entre la moralité et l'esthétique, donc la beauté, qui est un principe d'esprit, vivent des grands troubles, puis des grands désajustements au niveau émotionnel. Puis ça fait partie des souffrances de la race, des souffrances de l'humanité. Ils disent que l'humanité, présentement, est en voie à vivre la destruction de ses anciennes formes, pour se libérer justement de la mémoire de la race, puis accentuer le développement de son intelligence créative. C'est ça qui se passe, ça. Actuellement, on a une tendance à associer les croyances. Pardon? Actuellement, on associe les croyances surtout à la spiritualité, les religions. Mais il y a d'autres croyances aussi qui doivent être abolies. C'est sûr. Les croyances qu'on a sont innées chez nous, comme on a besoin d'eau pour boire. D'eau pour vivre, il faut en genre. Ça doit être remis en cause. C'est ça. C'est pas juste. La religion, c'est incarnatif. C'est ça. On prend le... C'est vraiment l'aspect le plus facile à détruire. Effectivement. C'est vrai juste. Une croyance, c'est une croyance. Que ce soit à n'importe quel niveau, c'est une croyance. Il y en a des croyances. C'est plein. On est fait de ça. C'est abominable. Je parle toujours de la religion parce que c'est le plus évident, c'est le plus restreignant, si tu veux, au niveau de la conscience de l'homme, mais des croyances à tous les niveaux. Oui? Oui, madame? La maladie, elle sert à quoi? Tantôt, vous dites qu'à un moment donné, il dit trop de crainte, t'as emmené un cancer, t'as l'affaire comme ça. Mais la maladie, est-ce qu'elle sert juste à ça? Ou elle sert à quoi, la maladie, sur Terre?
Il dit la maladie sur Terre, elle peut être karmique, elle peut être accidentelle, mais elle sert toujours à l'expérience de l'homme par rapport à sa crainte. Il dit, c'est pas ce que vous vivez sur Terre qui compte, il dit, c'est ce que vous comprenez de la vie sur Terre. Si on comprenait, si on avait des maladies et qu'on les comprenait mieux, nos maladies pourraient se retirer. Mais on les envenime parce qu'on a toutes sortes d'énergie astrale puis d'égrégores à tous les niveaux. On a des craintes. Pour les comprendre, c'est juste en parlant avec eux autres. Il dit, il faut les comprendre, il dit, il ne faut pas avoir peur de nos maladies. Dans le sens de ne pas avoir peur. Il dit, n'oubliez pas que vous mettez de l'importance dans tout alors qu'il n'y a rien d'important. C'est toujours au niveau de l'ego. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a ouvert la porte pour, comme tu disais en 1969, si on est libre de notre programmation dans une programmation, la programmation elle-même, est-ce qu'elle est changée par les gens conscients qui ouvrent des portes comme pour rentrer en conscience morontielle, ou est-ce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent pour favoriser l'évolution humaine? Qui ouvre ces portes-là, qui choisit la programmation? Est-ce qu'un être conscient peut définir la programmation pour lui-même qui l'entoure? Continuez. Comme par exemple, je rencontre un automobile, mais moi je suis libre de ma programmation, fait que quand elle me heurte, vu que je suis ma programmation, je n'ai aucune maladie, par exemple, je me relève parce que j'accepte cette douleur-là, ça ne me dérange pas de mourir, la mort, c'est... Ou par exemple, je sais pas, des phénomènes extérieurs... Il dit, ce jeune homme-là est trop dans un processus de questionnement, il faut qu'il relaxe. Vous êtes trop... Fait que si vous restez trop dans un processus de questionnement, ben, c'est comme rentrer dans un marais. Prenez un break, take a break, allez jouer au golf. Votre sensibilité, il faut qu'elle vous serve, il ne faut pas qu'elle vous desserve. Vous avez une belle sensibilité, mais il faut que ça vous serve. Prenez un break. Allez voir une game de foot, n'importe quoi. Il dit, il est trop intéressé à son intérieur, il dit, on s'en occupe. Pas de ma faute, là. Il dit, c'est une vraie femme, cette affaire-là. Ça veut dire qu'il est bien sensible. C'est important. Ça, c'est plus important que tout le reste. On continue, mais je ferme la machine. Ça, c'est important.